avec énormément de débats scientifiques, et je suis sûr que la deuxième journée sera aussi exaltante. Alors, avant de démarrer, deux choses. La première d'abord, c'est que le secrétaire général de la Croix-Rouge a perdu hier son sac, dans lequel il y a une présentation et sa carte de visite. Si vous l'avez retrouvé, vous pouvez peut-être le lui passer à tout moment, il est assis devant. Donc, avant de passer au panel sur l'accès aux médicaments et aux produits médicaux, on voulait quand même faire une petite correction par rapport à hier concernant la célébration des pionnières sénégalaises qui ont quand même fait les premiers pas et montré la voie à la médecine, mais aussi dans les sciences au Sénégal, et c'est important de les reconnaître. On va aller très vite parce qu'on est quand même contraint par le temps. Je vais les citer une par une. Il y aura une vidéo qui va passer pour nous permettre de connaître un peu leur parcours, leur background et de pouvoir les célébrer ensemble, en espérant que d'une vidéo à une autre, vous allez quand même les applaudir parce qu'elles ont quand même montré la voie. La première, où il n'y a pas de vidéo, je vais lire son bio. Elle s'appelle Dr Solange Fanny Diallo Décupère, qui est la première femme sénégalaise pharmacienne. Elle est née en 1939. Elle fréquente la faculté de médecine de Dakar et en 1964, elle obtient son diplôme de pharmacien. Titulaire de la pharmacie Drugstore qu'elle crée en 1966 lors du Festival des Arts Nègres, elle est présidente du syndicat des pharmaciens après le doyen Rito Alcantara jusqu'en 1997. En 1992, au nom de la profession pharmaceutique, elle a contribué à créer le premier grossiste répartiteur entièrement sénégalais, dénommé Cophase, et en partenariat avec ceux de nombreux pays africains, jetant ainsi les bases d'une intégration africaine réussie. La jonction entre les répartiteurs des dom-toms a donné naissance au groupe Ubifam, vaste réseau de pharmaciens au service de la santé, de l'éducation et de l'environnement, et je vous demande de l'applaudir. Elle n'est pas là avec nous, mais elle est naturellement de tout cœur avec nous, et je demande donc de la célébrer davantage, parce que le prix Galien aussi, c'est des moments de célébration des personnes qui ont montré la voie. Nous allons passer donc à la deuxième pionnière. Celle-ci est la première femme médecin sénégalais. Elle s'appelle Dr Mam Ndella Sall. On va passer donc sa vidéo. C'est aussi de la célébration. Elle est une pionnière. Alors on continue toujours dans cette célébration en passant à notre secteur aussi important, c'est donc le secteur dentaire. La première femme dentiste au Sénégal, elle s'appelle Dr Ndioro Ndiaye, et qu'on va donc regarder sa vidéo. Dr Ndioro Ndiaye. Ndioro Ndiaye. Madame Ndioro Ndiaye est née à Bignona, République du Sénégal, le 6 novembre 1946. Après des études secondaires en France, elle a suivi un cursus de médecine, d'abord à l'université de Dakar, puis à Bordeaux et Paris 7, Garancière. Elle est l'une des deux premières femmes africaines à avoir été reçue au concours de l'agrégation en France, spécialité odontologie et stomatologie. Ce qui lui a permis d'assumer ensuite les fonctions de chef du département d'odontologie et de stomatologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 1988, Madame Ndioro Ndiaye a été nommée par le président de la République au poste de ministre du Développement social. En 1989, au nom du gouvernement sénégalais, elle a coordonné les activités humanitaires au cours de la crise survenue entre le Sénégal et la Mauritanie. Elle s'est aussi occupée de mouvements de population liés à la situation en Casamance où un conflit perdure depuis plus de 15 ans. De 1990 à 1995, Madame Ndiaye a été ministre de la Femme, de l'Enfance et de la Famille. Par la suite,
Jusqu'à son élection au poste de directeur général adjoint de l'OIM, elle a repris ses nombreuses activités universitaires au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où elle a joué un rôle moteur dans la réforme de l'enseignement supérieur au Sénégal. En 1994, elle a dirigé la délégation sénégalaise à la conférence internationale sur la population et le développement CIPD qui s'est tenue au Caire. En tant que présidente de la conférence régionale des femmes africaines, elle a été l'une des chevilles ouvrières de la préparation de la 4e conférence des Nations Unies sur les femmes, tenue à Beijing en 1995. Membre fondateur du comité scientifique pour les femmes et le développement, Madame Ndioro Ndiaye a créé vers le milieu des années 90 une ONG appelée Réseau des femmes africaines, leader pour la paix et le développement, qu'elle a coordonné jusqu'à son élection à l'OIM. Madame Ndioro Ndiaye est commandeur des palmes académiques et chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur en France et commandeur de l'ordre du Lion du Sénégal. Madame Ndioro Ndiaye. Après nos pharmaciennes, nos dentistes, nos médecins, nous allons aussi célébrer d'autres femmes sénégalaises qui ont été quand même des pionnières dans notre secteur. Figurez-vous, la première femme agrégée de mathématiques au Sénégal, elle s'appelle Madame Salimata Diagne, qui est la première femme agrégée de mathématiques au Sénégal, que je demande d'applaudir avant de passer à la vidéo. Salimata Diagne est membre du bureau exécutif de l'Union mathématique africaine et ambassadrice du comité For Women de l'Union mathématique internationale. Après ses études au lycée Faidherbe de Saint-Louis, où elle obtient son baccalauréat série C, elle fait des études de mathématiques jusqu'à obtenir une maîtrise en mathématiques pures. Ensuite, elle fait une licence, puis une maîtrise en sciences économiques. Passionnée, Dr Salimata Diagne fera des études approfondies de mathématiques à l'université Paris 9 Dauphine, où elle obtiendra un doctorat 3e cycle de mathématiques, puis un doctorat d'état et sciences mathématiques, spécialité optimisation avec mention très honorable et félicitations du jury. Elle fait ses premiers pas dans la recherche sous la direction d'éminents professeurs qui l'ont encadrée. Les professeurs Ben Soussan, président directeur du Centre national d'études spatiales de France, prix Nobel de mathématiques, et Langevin de l'École polytechnique de Montréal. Ses compétences lui ont valu d'être assistant titulaire au département de mathématiques et informatique de la faculté des sciences et techniques, Université Cheikh Anta Diop. Maître assistant CAMES, chargé d'enseignement, maître de conférences CAMES et professeur titulaire des universités CAMES. Durant sa carrière, elle a encadré et fait soutenir 6 thèses de doctorat de mathématiques et 32 masters recherche de mathématiques. Dr Salimata Diagne a reçu plusieurs distinctions, dont 2 distinctions internationales. Une distinction Award-Based au Congrès international des mathématiciens à Séoul, en Corée du Sud en 2014. La 2e médaille du meilleur article au Congrès de la recherche opérationnelle Canada-ASAC en 1996. Salimata Diagne. Merci. Et enfin, la première femme sénégalaise, ingénieure et statisticienne, elle s'appelle Madame Awa Chongan. On va regarder son parcours aussi. Awa Chongan, née à Diourbel, au Sénégal, est la première femme à assumer les fonctions de responsable de la statistique publique d'un pays africain. Après des études primaires et secondaires au lycée pour jeunes filles John Fitzgerald Kennedy de Dakar, elle va continuer ses études en France où elle obtient en 1973 une licence en mathématiques délivrée par l'université Paris 6, puis en 1975 le diplôme d'ingénieur statisticien économiste décerné par l'École nationale de la statistique et de l'administration économique Paris.
toute sa carrière professionnelle est consacrée à la statistique publique en Afrique. Depuis son pays d'abord, puis à la division statistique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, basée à Addis Abeba, en Éthiopie. Au Sénégal, elle est directrice de la statistique du ministère de l'économie et des finances en 1980 et aussi enseignante en statistique dans le supérieur à l'Université de Dakar entre 1975 et 1980 et à l'École nationale d'administration et de magistrature entre 1980 et 1984. La valeur de son action en faveur de la statistique africaine est grandement appréciée par les autorités nationales de son pays, le Sénégal, qui la nomme Chevalier de l'Ordre national du mérite en 1985, Chevalier de l'Ordre national du Lion en 1995 à Ouatchongan, et mère de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Parfait. Je suis persuadé que les jeunes femmes qui sont dans la salle seront inspirées par ces parcours et ces histoires que nous venons donc d'écouter. Parce qu'après tout, Galien, ce n'est pas seulement des débats, mais c'est aussi la célébration des réussites et des parcours. Et c'est important. Je voulais d'abord que vous reconnaissiez quand même une autre agrégée qui est dans la salle, qui a tenu à ce qu'on les reconnaisse, Madame Eva Maricot, que je vous demande quand même d'applaudir. Madame la ministre, on peut quand même vous demander de vous lever. Et vous reconnaître, c'était extrêmement important ce qu'on vient de faire pour elle, de reconnaître donc ces pionnières. Sur ce, on va maintenant passer au premier panel de ce matin sur l'accès aux médicaments et aux produits médicaux. Et sur ce, je vais demander aux deux co-chairs, Denise Brown et Papa Gaï, de prendre le relais. Bonne séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue dans ce panel. Je pense que nous allons écourter les remerciements et tâcher d'entrer directement dans le vif du sujet, car nous sommes un peu en retard. Nous avons de nombreux panélistes. Nous allons leur demander à chacun d'essayer de rester dans la limite de 5 minutes. Nous serons certainement un peu en retard à la fin, mais nous allons faire de notre mieux. Je vais commencer par donner une petite présentation qui doit être normalement sur le PowerPoint. Voilà, ça ne m'apparaît pas ici. Donc, en 2015, le secrétaire général des Nations Unies, à l'époque, a créé un groupe de haut niveau qu'on appelle High Level Panel en anglais, pour discuter des questions d'accès aux médicaments et de propriété intellectuelle. Ce panel de haut niveau était, à la demande de Ban Ki-moon, composé d'acteurs de différentes origines, y compris de l'industrie pharmaceutique. Et M. Youssouf Hamid, le directeur de CIPLA, représentait l'industrie générique dans ce panel. J'ai donc eu l'occasion de siéger beaucoup dans ce panel et je vais vous en montrer les principales conclusions. Vous serez intéressé de voir à quel point elles se reflètent dans ce que nous a dit hier Son Excellence le Président de la République, et c'est un excellent signe. Alors, malheureusement, ça n'apparaît pas à l'écran, donc je vais devoir me retourner. Donc, les conclusions du panel sont résumées là sur quatre transparents. Donc, le premier était sur les questions de... Tout était sur les questions de propriété intellectuelle, bien évidemment. Et il y avait des recommandations pour les États, et en particulier pour les États membres de l'Organisation mondiale du commerce. D'abord, l'importance de respecter pour les États l'esprit et la lettre de la déclaration de Doha. Vous savez que la déclaration de Doha est celle qui donne toute une série d'éclaircissements sur les accords ADPI, qui sont les accords sur la propriété intellectuelle, et qui permettent en particulier des sauvegardes et des mesures de protection de la santé publique. Importance pour les gouvernements de les respecter complètement et de les mettre en œuvre, et surtout de ne pas accepter de restrictions à leur mise en œuvre. Ensuite, que chaque gouvernement
ait une définition claire de ce qu'on appelle invention et de ce qu'on appelle brevetabilité. C'est malheureusement très souvent quelque chose de vague et on pourrait en discuter pendant très longtemps. Quelles sont les limites de ce qu'on appelle invention, de ce qu'on appelle innovation? Il existe un accord, un article 27 dans les accords ADBIC qui permettent de sauvegarder les besoins de santé publique dans ce domaine. Ensuite, avoir un arsenal législatif qui permette d'empêcher la perpétuation des brevets, ce qu'on appelle en anglais le evergreening. Il y a quelques exemples connus. Un antibiotique que je ne citerai pas a réussi à être sous brevet exclusif pendant 32 ans. Donc, sur des méthodes de perpétuation qui ne sont absolument pas acceptables, qui sont des obstacles à l'accès aux médicaments. Ensuite, il faut limiter le brevet aux vraies inventions. Et vous savez, certains pays, par exemple, interdisent la brevetabilité de produits qui sont des sels ou des dérivés de produits originaux. Enfin, il est important que les personnes qui inspectent les brevets, les bureaux de protection de la propriété intellectuelle, connaissent les limitations et sachent défendre les impératifs de santé publique. La suivante, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à changer là. Merci. Donc ensuite, une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle la licence obligatoire, qui est donc à la limite la confiscation des droits de propriété intellectuelle pour des impératifs de santé publique, est quelque chose qui doit figurer dans la législation des pays. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent l'appliquer à chaque fois, c'est une mesure extrême, mais tous les pays doivent avoir la possibilité de mettre en place des licences obligatoires, de le faire vite, de le faire de façon transparente et de le faire avec une compensation équitable auprès de l'inventeur. Il est important que les pays connaissent bien quels sont les domaines dans lesquels on peut utiliser les licences obligatoires. Tout ce qui est considéré comme urgence sanitaire ou situation de crise sanitaire justifie, si nécessaire, une licence obligatoire. Il faut savoir que beaucoup de gouvernements se sont retrouvés mis sous pression, voire même reçu des menaces de la part de certaines puissances pour qu'ils limitent l'application des accords ADBIC ou de la déclaration de Doha. Il a été important, et on l'a recommandé, que ces pays puissent porter plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce et qu'ils obtiennent réparation et qu'ils obtiennent des sanctions contre ceux qui essaient de les forcer à ne pas utiliser les accords internationaux. Et enfin, il est très important, parce que beaucoup de pays passent des accords bilatéraux, avec souvent les États-Unis, l'Union européenne, etc., que dans ces accords, ils ne renoncent pas aux avantages que leur donnent les accords ADBIC et qu'ils prennent en compte les impératifs de santé publique. Et nous avons vu un exemple connu, par exemple, un accord bilatéral entre la Jordanie et les États-Unis a été utile à la Jordanie pour améliorer son commerce, mais en fait a eu pour impact de quasiment doubler le prix des médicaments dans ce pays. Ça ne marche pas tellement mieux. Je ne sais pas vers où il faut pointer, mais ça ne marche pas. Les recommandations suivantes touchaient à la recherche dans le secteur public. Vous savez que la recherche qui est financée par l'impôt, qui est dans le secteur public, joue un rôle très important dans l'innovation dans le secteur de la santé. Le premier organisme de recherche au monde dans la santé, c'est le NIH aux États-Unis. Ce ne sont pas les entreprises privées. Donc, il est important que les recherches qui sont financées par le denier public, par le budget, soient des recherches qui soient disponibles pour tous. Il faut savoir qu'elles sont financées par l'impôt. Il ne faut pas que le contribuable, qui a déjà payé pour la recherche, paye ensuite pour avoir accès aux résultats de cette recherche. Donc on recommande que les gouvernements fassent publier
les résultats de cette recherche et des règles très strictes sur la brevetabilité et sur le danger de monopole qui puisse en dériver. Donc on dit que les gouvernements doivent augmenter leur budget de recherche autant que possible, doivent avoir des règles en ce qui concerne les contrats de recherche, de façon à ce que les objectifs de santé publique priment sur les objectifs financiers, et qu'ils mettent en place des systèmes de coopération publique-privée pour valoriser les résultats de cette recherche. Enfin, un dernier ensemble de recommandations a porté sur la définition de ce qu'on appelle recherche et développement. Vous savez que les entreprises, en particulier pharmaceutiques et d'innovation biomédicale, bénéficient de toute une série d'avantages, souvent fiscaux, et d'avantages de monopole avec les brevets, qui correspondent à leur recherche. Mais très souvent, les budgets affectés à la recherche sont gonflés artificiellement, et souvent ce que les entreprises appellent leurs frais de recherche sont en fait très souvent aussi des frais de marketing et des frais de publicité. Donc définir très clairement qu'est-ce que sont les frais de recherche. Par exemple, vous lirez souvent que ça coûte, je ne sais plus, je crois que c'est 5 milliards ou 1,5 milliard, je ne sais plus, pour découvrir un nouveau médicament. C'est le cas si on intègre dans ce qu'on appelle recherche tout ce qui va être le produit de marketing et les frais de commercialisation, etc. En fait, on sait qu'on peut avoir accès à un nouveau médicament pour beaucoup moins cher que ça. Donc, bien connaître les résultats, qu'est-ce que coûte vraiment la recherche, et puis des recommandations qui étaient un peu plus générales, en particulier comme la mise en place d'une convention internationale sur la recherche biomédicale, et également la définition claire de critères d'éthique en matière de recherche biomédicale. Donc c'était l'ensemble des recommandations du High Level Panel sur l'accès aux médicaments. Il faut reconnaître que ça ne touchait qu'un aspect très limité, celui de la propriété intellectuelle, mais ça a eu l'avantage de donner une image consensuelle, puisque les représentants du panel étaient aussi bien de l'industrie que de l'administration publique, que des organisations internationales et que des membres de la société civile. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à mon co-chair. Merci Denis. Donc je m'appelle Pape Gaye, je suis le responsable de IntraHealth, une agence internationale qui s'occupe, une agence de santé, mais nous nous occupons principalement de la problématique de pénurie de personnel de santé à travers le monde. Et c'est de ce sujet dont je voudrais traiter en quelques minutes. Donc 4 points principaux que je voudrais exposer en guise d'introduction à ce panel. Parce que, en fait, c'est l'élément humain. Parce que nécessairement, pour avoir accès aux médicaments, on a besoin du personnel. Alors que nous vivons dans un monde où la pénurie de personnel, malheureusement, est très sérieuse et continue à s'aggraver. Alors, depuis 2006, l'année où l'OMS avait publié son rapport annuel et avait sonné l'alarme sur les problèmes de pénurie de personnel, nous avions estimé que le déficit mondial, le déficit global, était de l'ordre de 7,4 millions. Il se trouve que si on tient compte des objectifs de développement durable, cette pénurie, si on ne fait rien pour corriger la situation, s'aggrave et est plutôt de l'ordre de 18 millions. Donc, nous évoluons dans un contexte où nous avons un déficit de 18 millions de personnel de santé si on compte seulement les médecins, sages-femmes, infirmières et autres personnels qualifiés. Donc les agents de santé communautaire qui sont d'actualité ces jours-ci, on ne les compte pas dans ces chiffres. Donc vous conviendrez avec moi que c'est un problème assez sérieux. Alors, dans le lot, il y a le personnel qui s'occupe de la logistique, le personnel qui s'assure que les médicaments sont disponibles pour les communautés. Donc, il y a du travail à faire et nous avons besoin d'innover pour régler ce problème. Donc, ça, c'est un premier point.
Donc je vous invite peut-être à vous intéresser un peu plus. D'ailleurs, un de nos panélistes, Paul Lavani, qui est ici, et dans le groupe, il y a un groupe qui s'appelle People That Deliver. En fait, c'est un groupe particulier qui s'occupe justement du personnel de santé, qui s'attelle à la tâche de s'assurer que la logistique est bien maintenue. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est en fait l'urgence qu'il y a de s'attaquer à ces problèmes et de trouver des solutions. Parce que notre monde a besoin d'un nouvel agenda. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que nous ne pouvons pas prendre 50 ans pour arriver là où nous sommes. Alors je compte en recul et je me dis que notre monde a fait beaucoup de progrès. Nous venons de célébrer Alma-Ata, ça fait 40 ans depuis la déclaration de Santé pour tous à l'an 2000. Nous avions raté cet objectif, vous en conviendrez avec moi. Mais nous avons quand même fait du progrès parce que nous voyons qu'il y a une réduction assez importante de la mortalité maternelle, une réduction très importante de la mortalité infantile. Nous commençons à parler de contrôler le palu, etc. Nous avons fait des progrès pour le sida et tout ça. Mais la réalité, c'est que nous ne pouvons pas prendre 50 ans pour aboutir au même résultat. Et nous ne pouvons pas laisser à nos enfants cette difficulté, cette tâche de dire si oui ou non ils auront accès aux soins de santé. Donc, si vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi qu'il y a urgence. Parce que je trouve qu'il y a dans ce monde assez de ressources, il y a assez de nouvelles technologies, il y a un dynamisme qu'on ressent aujourd'hui, qu'on ne ressentait pas il y a 20 ans. Il y a de nouveaux acteurs qui se sont lancés dans la santé globale et le développement de façon générale. Il y a les universités qui veulent s'engager un peu plus. Donc il y a un certain dynamisme depuis 10 ans, à peu près, depuis 50-10 ans. Et il faut trouver la solution, la bonne solution. Et il faut pouvoir progresser. Et il faut pouvoir peut-être réaliser en 10-15 ans ce qui nous a pris 50 ans. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, parce que nous sommes en Afrique et nous sommes dans un continent qui est en train de se développer, ce n'est pas le continent de l'avenir, c'est le continent d'aujourd'hui. On dit que c'est le tour de l'Afrique. L'Afrique bouge. Il est alors grand temps que nous commençons à parler de la santé, pas seulement comme un domaine qui bouffe de l'argent, qui consomme, comme nous avons l'habitude de le faire. On a l'habitude de dire que dans nos gouvernements, nos ministères de santé sont les pires négociateurs parce que leur département est seulement vu comme un département qui consomme. Il n'y a rien de plus faux. Les dépenses en santé sont des investissements dans le développement économique. Nous ne pourrons pas nous développer économiquement si nous n'améliorons pas la santé de nos populations, si nous n'investissons pas dans la santé. Donc chaque dollar ou chaque CFA que nous dépensons dans la santé, c'est un investissement et toutes les études ont montré que c'est un investissement smart, intelligent, qui va donc produire. Donc il est temps qu'on commence à parler de ça. Si vous lisez le Lancet a publié il y a 1 an et demi ou 2 ans un rapport appelé Santé globale 2035, dans lequel ils disent que nous allons, en 2035, nous allons avoir une situation globale où nous allons pouvoir contrôler plus ou moins les maladies transmissibles. Et nous allons au moins, on pourra contrôler plus ou moins. Le grand problème que nous avons maintenant, c'est les maladies non transmissibles. Comme vous savez, les maladies qui tuent le plus, le diabète, hypertension et tout ça, donc le profil épidémiologique a changé. Et donc,
deux objectifs, à mon avis, que nous avons. Finir le travail que nous devons finir. Donc, bien sûr, il y a le dernier kilomètre, il y a l'accès aux populations les plus reculées, etc. Mais, nouvel objectif, et on en parle beaucoup avec la dividende démographique, etc., c'est ce message qu'il faut investir dans la santé. Et finalement, je voudrais parler un peu du rôle du secteur privé. Parce que surtout si on entre dans la logistique, les médicaments, c'est un domaine où le secteur public a beaucoup à apprendre du secteur privé. Alors, ces discussions, est-ce qu'il y a confiance entre le privé et le public, je crois que c'est des discussions dépassées. Je pense que le secteur privé, à part des ressources financières, a des atouts dont on a besoin dans le secteur public pour pouvoir avancer. Donc je crois qu'il est grand temps que nous réfléchissions différemment. Je crois qu'il est grand temps qu'on s'attelle à ce changement de paradigme et que chacun puisse jouer sa part. Et le secteur public, le secteur privé, la société civile, la société donc, religieuse et autres, tout le monde a son rôle à jouer pour que nous puissions avancer beaucoup plus rapidement dans le développement. Alors ça, c'est quelques mots que je voulais partager. Maintenant, je pense que nous allons donner la parole à nos panélistes et je vais laisser à Denise le soin de présenter notre premier panéliste. Merci beaucoup. Avant de passer la parole, je voudrais me faire l'écho de cette question de l'urgence. Il y a, je crois, 22 ans, 23 ans, j'étais en Chine, dans une ville assez reculée, et il y avait une réunion sur la santé pour tous. Et alors, il y avait, comme on fait souvent dans ces réunions, vous savez, des bannières qui étaient en idéogramme. Personnellement, je ne comprenais pas, mais on m'a expliqué qu'il y avait une faute de traduction et qu'au lieu de mettre « Santé pour tous » en l'an 2000, ils avaient écrit « Santé pour tous dans 2000 ans ». Eh bien, ça n'avait choqué personne. Donc là, maintenant, je crois qu'on regarde les choses sur un agenda un peu plus rapide. Donc, je voudrais maintenant passer la parole au docteur Abdourahmane Diallo, qui est ministre conseiller en santé publique auprès du président de la République de Guinée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la ministre d'État, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs et grades, bonjour. Permettez-moi donc de partager l'expérience guinéenne dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement de produits de santé publique. La République de Guinée, nous avons un plan national de développement sanitaire de 10 ans, donc un plan qui va de 2015 à 2024 et qui comporte un certain nombre d'objectifs stratégiques. Ce que je voudrais dire, c'est que assurer une disponibilité continue, régulière de produits de santé publique de qualité est au centre de ce plan national de développement sanitaire pour mettre l'accent sur la lutte contre la maladie et les situations d'urgence, la promotion de la santé de la mère et de l'enfant et améliorer la qualité des services offerts aux populations. Alors, comme vous savez, la Guinée a subi la pire de ces épidémies, à savoir l'épidémie de la maladie à virus Ebola que nous avons eu à gérer. Et cette épidémie a permis de mettre à nu les insuffisances du système de santé dans toutes ses composantes, y compris la chaîne d'approvisionnement. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'en août 2016, nous avons instruit une évaluation de la chaîne d'approvisionnement en Guinée, j'étais le ministre de la Santé à l'époque, qui a permis donc de montrer un certain nombre d'insuffisances et je vais partager avec vous quelques données juste pour camper le problème et vous expliquer de là où, partager avec vous de là où nous venons. En termes de disponibilité des produits, figurez-vous, comme je disais, l'évaluation a été faite en août 2016, mais dans les 12 mois qui ont précédé l'évaluation, 60,7% des commandes passées par les structures sanitaires aux dépôts régionaux n'étaient pas satisfaites.
et on avait énormément de ruptures de stock au niveau des structures sanitaires. Vous avez des ruptures de stock de l'ordre de 49,8, disons grossièrement 50% pour les médicaments essentiels, simplement parce que les structures sanitaires n'avaient pas les ressources nécessaires pour placer les commandes. Et là, je parle de médicaments essentiels. Pour les produits des différents programmes, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, les produits étaient grossièrement disponibles au niveau central. Mais à cause du dysfonctionnement du système de distribution, ces produits ne se retrouvaient pas forcément au niveau donc, périphérique, au niveau des structures sanitaires. Et en guise d'exemple, figurez-vous que rien que pour les produits de la planification familiale, on avait 21% de rupture de stock, 26% pour les produits du paludisme. Et inutile de rappeler que le paludisme est endémique en République de Guinée. Et quand vous avez donc un taux de rupture de 26% au niveau périphérique, au niveau des structures de santé, c'est un véritable problème. 18% pour les produits donc, du VIH-Sida et 27% pour les produits de la tuberculose, les 6 mois qui ont précédé l'évaluation. Et en termes de ressources humaines, M. Papkey parlait tout à l'heure de People That Deliver, de ressources humaines. On s'est penché sur la question, on s'est rendu compte qu'en dehors de la centrale d'achat, la pharmacie centrale de Guinée et de ses dépôts régionaux, il n'y avait vraiment pas de personnel spécifiquement désigné et formé pour remplir les différentes tâches, les différentes fonctions de la chaîne d'approvisionnement. Et donc, dans 54% des hôpitaux, personne pour le faire. Donc, c'était vraiment selon la personne qu'on trouvait sur place. Et dans les centres de santé, ce n'était pas différent. 53% des centres de santé n'avaient personne de formé ou identifié, ou chargé de passer une commande, de faire un réapprovisionnement, de penser à la gestion de stock. Bon, ça, c'est le constat qu'on avait fait. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a fait rapidement, quand on a fini avec Ebola, qu'est-ce qu'on a fait pour reconstruire un peu cette chaîne d'approvisionnement? On a commencé par développer un document de stratégie nationale de 2017 à 2014 qui comportait vraiment toutes les interventions qui s'imposaient dans le contexte de la Guinée. Et nous avons tout de suite commencé à mettre l'accent sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement au niveau central. Nous avions déjà conçu une unité de gestion logistique, mais qu'on n'avait pas pu mettre en œuvre. Donc finalement, on a installé au niveau central cette unité de gestion logistique placée sous la tutelle de la Direction nationale de la pharmacie pour coordonner, harmoniser et centraliser toutes les fonctions donc de gestion de l'information et de la quantification. On a conçu un système de distribution intégré pour l'ensemble des produits de la santé publique. Tous les produits, on les a mis sous le même toit, au niveau central, la même chaîne de distribution, la même périodicité de commande, donc les mêmes équipes au niveau de l'unité de gestion logistique pour gérer l'ensemble des produits. Et en termes de sigles, de système d'information de gestion logistique, nous nous sommes mis au pas et avons informatisé ce système en amenant un système open source que plusieurs bailleurs ont développé en joint venture qui s'appelle le ILMAS. Donc on l'a mis en place en Guinée, renforcer la centrale d'achat en formant du personnel, en lui donnant de l'équipement roulant, en rénovant les magasins, les dépôts régionaux, même si notre centrale d'achat a pris feu. Il y a environ une année, ce qui nous a posé énormément de problèmes. Et surtout avec l'appui donc de l'USAID et de Gates, au niveau des districts,
on a fait une formation vraiment, je dirais, accentuée sur l'analyse des données et leur utilisation dans la prise de décision. Le personnel de district a été formé à recevoir les données, les analyser, prendre les décisions, faire de la redistribution de stock pour éviter les ruptures de stock, etc., etc. Et en termes de gouvernance, notre loi pharmaceutique nationale était obsolète. Elle relevait de 1994 et était vraiment un projet de loi pratique. Bon, c'était une loi, L094. Il était temps de la mettre à jour avec US Pharmacopeia et l'USAID. On l'a remis à jour, cette loi pharmaceutique complètement, donc qui est passée à l'Assemblée. L'ordre des pharmaciens également obsolète depuis plus de 14 ans. Il a fallu vraiment remettre cet ordre en place. Et un grand problème qu'on a en Guinée, c'est les sociétés grossistes répartiteurs donc, de produits. On en a plus de 100. Donc il a fallu vraiment tirer la sonnette d'alarme et mettre en place un comité d'évaluation de ces grossistes distributeurs pour voir dans quelle mesure les réduire. L'idée, c'est de ne pas d'imposer un nombre, mais c'est de respecter les critères d'établissement, n'est-ce pas, de ces sociétés grossistes répartiteurs. Ensuite, pour l'installation des pharmacies, en fait, chaque pharmacien demandait un agrément et s'installait là où il voulait. Il prenait les pharmaciens qui ne trouvaient pas du travail, en fait, pouvaient prendre l'annexe de la maison de leur père et en faire une pharmacie. On a fait une cartographie de la distribution des pharmacies en Guinée pour désormais donner des agréments en fonction des besoins, en regardant la densité de la population, la présence d'autres pharmacies ou pas. On me dit que je n'ai pratiquement plus de temps. Mais en tout cas, ces différentes interventions ont permis d'améliorer, mais de façon significative, les problèmes dont je vous ai parlé. Par exemple, juste le taux de rapportage qui était de 20% en 2016 est rapidement passé à 85%. Avec ces différentes interventions dont je vous ai parlé. Nous sommes actuellement en négociation avec la faculté de pharmacie pour l'intégration d'un curriculum sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le programme de formation des pharmaciens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Oui, nous allons passer la parole maintenant à Paul Alvani. Paul est doyen et directeur d'une école qui s'appelle Empower School en Inde. Je vais en profiter aussi pour demander à nos panélistes, autant que possible, de condenser leur présentation. Les organisateurs viennent de nous informer que nous n'avions que moins de 30 minutes pour l'ensemble des panélistes. Donc, si vous pouviez condenser vos présentations, pour les faire dans les 5 minutes qui vous sont allouées. Merci. Paul? Thank you. So, co-chairs, panelists, distinguished guests, good morning. Je parle en anglais, obviously. So, if you need a translation device, the translators are brilliant. Could I please ask for the presentation and slide deck? Yeah, perfect, thank you. So, we heard from several speakers already, and one of the areas that I'm going to focus on is also human resources strengthening within and organizational development within access and supply chain. Let me see if the clicker works. Yeah. Very briefly, so Empower is an academic research and training institute, and our focus is in capacity building. We work with various organizations around the world. When we talk of access, we keep hearing about access. The definition that's often used is what's described here, which is the product or are the commodities available, or healthcare? Is it available, affordable, acceptable? Is it of good quality, and is it used properly? But what's interesting is if we segment this further and think of it from a global, national, and point of care level, then we start to look for both gaps and we start to look for where we may want some interventions. I won't go through these here, but just to mention that if we're looking for success stories, or if we're looking for gaps, we need to really segment it and bring it all the way down to the point of care. And we heard some examples of the challenges and solutions from Minister Diallo.
When we speak of procurement and supply chain and the framework that's often used, people usually rush to the third level. It's the procurement and supply chain functions. How do you procure? How do you buy? How do you distribute? But that's usually the last level. We need to start at the top, thinking of the organizational structure, policies, regulations, strategies for the country or for the department. Then focus on the resources or the supporting functions of financial management, human resources, information systems, communication and coordination, and infrastructure. Only then starting to focus on the procurement supply chain functions, quality assurance, and making sure that we measure the success factors. Yesterday I spoke quite a lot about information technology, building on the presentation of and the talk of Minister from Rwanda on drones and technology. The focus today, picking up on the co-chair, Papka, is more on human resources. So why is it important? We heard that earlier. When we look at what is required, I didn't realize the numbers were staggering, potentially anywhere from 10 to 20 million shortages in human resources globally. But this visual represents what is actually needed and what is actually available in terms of effective human resource capacity. On top of that, we have changes that keep taking place at the global level, at the national level. Policies keep changing. Products and suppliers keep changing. So we often and continuously need to make sure that the staff is engaged and knowledgeable. So the global knowledge needs to move all the way down to national. Within national, there's knowledge which needs to go all the way down to the local capacity, and it's a rather complex process, shifting all the way from the multinational global level, especially in procurement supply chain, where the suppliers are coming from all over the world, the policies are coming from all over the world, but they need to be implemented at the last mile. So what countries need is a solution to build capacity for individuals and organizations that delivers continuous, dispersed learning at scale, at large scale, and it's low cost. And we need to do this at the leadership level, and we need to do it all the way down to the front-line worker level. So some of these activities that we engage in with at the various leadership levels, we team up with Johns Hopkins University, the INSEAD schools of business, and bring it down to the country level. And more, we're starting to engage with national universities in country rather than thinking about just the northern country partners. So more of the South-South collaboration and strengthening of national institutions. But besides the top-level leadership, which is of paramount importance, we need to think of how we can leverage technology to deliver learning in multiple different ways. Classroom training is just one method which is still predominantly used. It's 90% used for training, and it's extremely expensive and not scalable. So how do we bring in all the other components of learning and training? And this is what we focus on. In fact, we're now deploying a learning platform jointly with other partners, which in the end we hand over to the country. It's run and managed by, in this case, it'll be Ghana. The project is ongoing. It'll finish end of next year. This learning platform is continuous. It grows, it adapts to what is needed. It's run and managed by the national individuals, can be linked to the university or with the Ministry of Health. There are 4 components to this, but what the main principles are, it should be customizable, open source, cloud-based, and country-owned and country-managed. And within that, the components include all your knowledge and information, almost like your Wiki Health is part of this, your own learning courses and materials, your on-the-job support, which is one of the key components. Often you have the learning, the onboarding is done, and you think that once a person joins the organization, you've trained them once, and that's enough. That doesn't work unless there is on-the-job continuous support and mentoring, either by the people within your own community or by international experts, but on an ongoing basis. Within this platform, we've established several free components, which, again, once you develop it,
you reap the benefits of it for the entire country, or the entire organization. So the assessment parts, there's free tools. It tells you how well an organization or an individual is functioning. And there are free courses in English, French, Russian, Spanish. We're starting to do these in Arabic and Swahili and Hindi. And these can again be developed, and once you have that repository, it can scale and it doesn't cost any more once you have it up. So while at its most micro level, you think of it as training, it's actually human resource and organizational capacity building that leads all the way to national resilience. Because when there is a crisis, when there are new products, when there are change in policies, this system, this learning system, acts like train tracks. It acts like the road system of knowledge and information that can reach anyone, anywhere. So with that, I'd like to end. The idea of the vision that we have is to create champions of access and supply chain, leveraging knowledge and information. Thank you very much. Merci beaucoup, Paul, pour cette très belle présentation. Je donne maintenant la parole à Philippe Dunton, qui est le député directeur exécutif de United. Et Philippe, tu as la parole. Denis. Bonjour Madame la Ministre d'État, chère Hawa, bonjour Françoise, et bonjour à nos jeunes collègues qui sont dans la salle. Et je vois d'ailleurs que parmi eux, il y a beaucoup de femmes, et c'est très encourageant, après ce qui nous a été présenté comme des pionnières. Je voudrais dire évidemment quelques mots sur United et sur les leçons qu'on a apprises au cours des 10 à 12 dernières années. Et je crois que les précédents intervenants ont fait une partie du travail parce qu'ils ont bien montré les différents challenges et en particulier la notion d'accès aux médicaments. Et on a participé à la commission des UN que tu as citée, Denis, en matière de trouver des solutions globales pour l'accès aux médicaments et aux produits de santé, en respectant les conditions d'accès qui ont été énoncées par le collègue Paul Giovanni, en matière évidemment de formulation, de qualité, de prix, de compétition et d'usage. Et je crois que, Monsieur le Ministre, vous nous avez ramené sur Terre en disant, voilà, mais il y a aussi des problèmes de distribution de médicaments, pas seulement ça, mais c'est vrai que ça fait son pendant. Alors, que fait United? On n'est pas une centrale d'achat de médicaments. En réalité, on connecte les besoins ou les solutions technologiques en matière de médicaments, de technologie, de diagnostic, avec des besoins des pays. Et on essaie de trouver des solutions à l'intersection des offres en matière technologique et de solutions. On a appris à être systématique, à chercher les inventions, les inventeurs, mais qui, si on ne les développe pas pour les rendre accessibles dans les pays qui en ont besoin, elles restent sur une étagère. Et ça, c'est le travail, le cœur du travail d'United. On a appris à être systématique, c'est-à-dire qu'on a, dans les 3 maladies, regardé et travaillé en partenariat pour y arriver. On travaille toujours en partenariat avec United, en matière de VIH pour faire baisser le prix des médicaments, y compris l'introduction de nouveaux médicaments, qu'il s'agisse de dolutegravir, qu'il s'agisse aussi des formes efavirenz 400 moins dosées qui ont l'avantage d'être très efficaces, mais aussi à un prix au nord, mais surtout qui sont encore un progrès en matière de prix par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Et on l'a fait de façon un peu systématique. Ce qu'on a appris aussi, c'est à travailler avec les inventions qui pouvaient surgir aussi de pays en développement, y compris de l'Afrique. La dernière fois que je suis venu ici, en avril, on a beaucoup parlé d'un des grands succès d'United, mais qui est venu à partir d'une invention sénégalo-malienne, qui est le traitement du paludisme saisonnier, avec des résultats extrêmement impressionnants, puisque c'est une intervention qui est peu coûteuse, mais qui a réduit en 3 ans le nombre de morts chez les enfants de 60 000, et qui maintenant, compte tenu du succès, est repris non seulement par Fonds mondial, mais par les programmes nationaux. Donc ça, c'est pour nous un exemple de succès
de savoir aussi détecter les progrès, et c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. On a évoqué les technologies, et encore une fois, les technologies ne servent que si on s'en sert d'une certaine façon, ou du moins si on a trouvé les façons de les rendre disponibles au bon prix et de démontrer leur efficacité dans les pays. Et le fait que les effets systémiques, quand on simplifie avec une dose fixe combinée un traitement, on simplifie premièrement la vie des patients, on simplifie la distribution, et on simplifie effectivement la délivrance aussi. Donc il y a des effets pour le patient et des effets systémiques. Et c'est le genre de, comment on dit en français, de game changer, en tout cas, de choses qui va vraiment transformer la situation des personnes. On espère qu'on va faire encore d'autres progrès dans les 3 maladies. Mais la réflexion qu'on a à United, c'est aussi le constat qui a été fait encore ce matin, que pour que les gens aient accès à des produits de qualité, il faut des financements, il faut 3 choses. Ça a l'air très simple quand je le dis, en fait c'est très compliqué à faire, mais il faut de l'argent international, c'est sûr, de l'argent domestique, c'est aussi évident. Il faut des ressources humaines. Il est tout à fait indispensable que les ressources humaines soient là, mais on sait qu'on va avoir du mal à avoir tous les docteurs dont on aurait besoin. Donc, il y a des infirmières, il y a des agents de santé. Je pense que la technologie peut répondre aussi à ce qu'on appelle le task shifting et évidemment donner les moyens, non seulement aux médecins, mais aussi aux agents de santé et aux infirmiers de faire des choses très différentes, beaucoup plus proches du patient. Pour illustrer ça, la semaine dernière, le conseil d'administration d'United a adopté 2 types de nouveaux projets qui vont se mettre en œuvre au début de l'année. C'est le traitement, c'est le dépistage et le traitement des cancers féminins. C'est la première fois qu'United sort un peu du 3 maladies. Alors c'est lié quand même au VIH, puisque les femmes qui vivent avec le VIH ont un risque supérieur de développer un cancer féminin lié à HPV. Donc on a maintenant les outils diagnostiques pour le faire, et on a les outils thérapeutiques. Donc on va pouvoir faire, ici au Sénégal d'ailleurs, et dans d'autres pays en Afrique, le test and treat pour le cancer du col. Et ça ne va pas être fait par des médecins, mais par des infirmières spécialement entraînées, dans le cadre d'un réseau, évidemment, de qualité. Parce que je crois que quand on fait les choses partout dans le monde en santé, la qualité, que ce soit des médicaments ou du geste ou de l'information, est absolument stratégique. Donc voilà, en quelques mots, j'essaie d'illustrer ce qu'on faisait, mais qui s'inscrit dans les évolutions que la santé mondiale et la santé dans les pays nécessitent. Je citais le développement de la technologie. Quand on voit, il y a beaucoup de choses qui vont venir, en imagerie par exemple, qui vont vraiment changer les choses, et parfois en échographie, qui peuvent être compétitifs par rapport à la radiologie, même digitalisée, avec moins de risques en matière de sources. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir des effets systémiques. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on regarde ce qui se passe en Afrique, parce qu'il y a évidemment un bouillonnement en Afrique, beaucoup d'inventions, et il faut savoir que mondialement, 30% des innovations concernent le secteur de la santé. Alors tout ne sera pas évidemment nécessaire tout de suite ici, mais il y a notre boulot, c'est d'aller détecter les choses qui vont pouvoir accompagner ces transformations. Merci. Merci Philippe. Nous allons passer maintenant la parole à M. Mabingue Ngom. Mabingue n'est plus à présenter. Mabingue est le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour le FUNIAP. Mabingue. Merci Pape. Bonjour, chers collègues et amis. Je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs pour ce forum, mais également apprécier cette opportunité que vous nous offrez pour contribuer à cette initiative. La question de la sécurisation des médicaments et produits de santé est une question d'importance capitale. Et je crois que les panélistes qui viennent d'intervenir confirment un peu l'importance du sujet.
surtout pour mon organisation en ce qui concerne la sécurisation des produits de santé de la reproduction. Donc, je vais d'abord parler un peu de l'environnement. Je pense qu'il justifie un peu l'intérêt de mon organisation, surtout dans cette partie du monde où nous avons un peu les taux de fécondité les plus élevés, 5,5 par femme. Nous avons un croît démographique de 2,7 qui fait que la population double en moins de 20 ans. D'ailleurs, dans certaines parties de la région, comme dans le bassin du lac Tchad ou dans la zone du Sahel, la population a tendance à doubler toutes les 17 années. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais également, c'est dans cette région que nous avons le taux d'accès à la contraception, je pense qu'il est le plus faible. Je pense qu'on parle un peu de 17% pour les méthodes modernes, alors que la moyenne au niveau mondial tourne autour de 10%. Une moyenne qui est tirée vers le bas par un peu la performance des pays en Afrique au sud du Sahara. Donc, dans une situation pareille, mais également il y a une demande qui est là, une demande qui vient un peu des pays. Comme vous le savez, l'Union africaine a décidé un peu de faire de la capture du dividende démographique son chantier prioritaire pour aller vers un peu l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Et donc, cette capture du dividende démographique, comme le disait Pape tout à l'heure, passe absolument par une accélération de la transition démographique. Et qui dit accélération de la transition démographique, dit baisse significative de la mortalité maternelle et infantile. Pape a fait allusion à ça tout à l'heure, mais nous continuons à faire, en tout cas malheureusement, l'expérience des taux les plus élevés dans cette partie du monde. En Afrique, où nous avons 679 femmes qui perdent la vie en donnant la vie sur chaque 100 000 naissances vivantes. Donc, ce sont les taux les plus élevés à travers le monde. Et si vous regardez tous les indicateurs sociaux, cette région affiche les indicateurs les plus, en tout cas les plus faibles. Donc, voyez donc, et cette situation est en partie due à la croissance démographique très forte, qui crée donc une demande très forte que les pays sont en général incapables de satisfaire. Donc, pour faire un point essentiel ici, l'importance d'investir dans les services de santé de la reproduction comme la planification familiale, qui nous permettra de réduire au moins d'un tiers les cas de mortalité maternelle. Donc, c'est pour dire que c'est un levier, en dehors même des aspects droits humains, un levier qui nous permet d'agir sur toutes les autres demandes sociales et pratiquement sur toutes les autres formes de maladies. Donc, je pense que c'est un point essentiel sur lequel je voudrais insister, donc en plus maintenant de l'existence d'une demande. L'intervention de mon organisation, ce n'est pas du supply, mais c'est plutôt, nous répondons à une demande qui est vraiment une émanation des populations, donc nous essayons de répondre à l'aspiration des pays africains d'aller vers la capture du dividende démographique. La deuxième chose que je veux dire, les collègues qui ont parlé un peu avant moi, je pense, m'ont rendu la tâche plus facile. Donc, en plus des difficultés dont ils ont fait état, qui sont des difficultés, j'allais dire, transversales, en tout cas que tous les secteurs rencontrent, dans le secteur qui me concerne plus particulièrement, nous avons, en plus de toutes ces difficultés, nous avons maintenant la sensibilité, la péculiarité du secteur qui fait que nous avons d'ailleurs beaucoup plus de problèmes que les autres. Ce qui fait d'ailleurs que nous devons travailler davantage sur la création de la demande. Mais je mets ça de côté et je vais maintenant insister sur un aspect fondamental, je pense que la plupart des collègues n'ont pas touché, la question du financement. Donc, pour faire face à la myriade de problèmes qui ont été évoqués, nous avons besoin de ressources. Nous avons besoin de ressources et ces ressources proviennent de différentes sources. Et je suis content que Pape a parlé un peu du rôle du secteur privé, pas seulement multinational, mais également national, qui constitue une niche qu'il faut exploiter. Il faut également faire un effort additionnel au niveau du secteur public. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de Abuja. Je pense que c'est en 2001, donc nous sommes 17 ans, 18 ans après Abuja. Entre-temps, la population a doublé. Un. Deuxièmement, très peu de pays sont proches de l'objectif d'Abuja.
alors qu'aujourd'hui, on devait parler de 2 fois plus. Donc vous avez donc une population qui a doublé, et vous avez les pays qui ont des difficultés à se rapprocher de l'objectif qui s'était fixé il y a de cela presque 20 ans. Vous voyez donc pourquoi aujourd'hui, il y a des difficultés réelles pour faire face au financement d'aspects extrêmement importants comme les produits et médicaments. Et comme nous le disons à UNFPA, s'il n'y a pas de produits, il n'y a pas de programme de santé. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population pour accompagner les pays? Nous avons lancé en 2008 un programme assez intéressant que nous appelons le programme Supply. Le programme Supply, par exemple, dans cette région, permet un peu de distribuer environ 50 à 60 millions de dollars par année pour accompagner les efforts des pays. Mais c'est comme une goutte d'eau dans le désert. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est vrai que ça sert comme effet de démonstration pour encourager les pays. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les 8 pays sur 23 de la sous-région qui ont inscrit une ligne pour ces produits dans leur budget, dont le Sénégal, mais malheureusement, c'est à des niveaux encore très faibles. Parce que je parle un peu de montants qui tournent entre 260, qui varient de 273 000 dollars dans un pays, c'est l'équivalent de 2, j'allais dire un peu 2 4x4 V8, donc à 3 millions de dollars. En tout cas, des montants importants qui signalent un effort, mais qui sont encore incapables de transformer la vie des populations sur le terrain. Donc je crois qu'il faut que les autres pays retrouvent le groupe, mais également il faut que cette volonté politique qui est affichée au plus haut niveau puisse être suivie d'inscriptions budgétaires beaucoup plus conséquentes, mais également qu'on puisse y avoir la facilitation au niveau des décaissements pour les ministères de la Santé qui ont en charge ce secteur aussi important. Nous avons un programme phare que nous appelons le SWED, le programme qui est un partenariat assez novateur que nous avons avec la Banque mondiale, l'OAS qui est un partenaire important, mais 6 pays, le Burkina, le Niger, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, d'ailleurs auquel va se rejoindre un peu dans quelques jours le Bénin, avec un financement substantiel de 210 millions de dollars, environ 90 000 qui vont suivre pour 90 millions pour le Burkina, et le Sénégal va suivre. Et ce programme travaille sur toute la chaîne qui a été discutée aujourd'hui, y compris le renforcement du personnel de santé. Il y a de cela quelques jours à Abidjan, donc nous avons lancé donc, le programme de centre d'excellence. Donc nous faisons la même chose en Mauritanie et au Mali. Je pense une opportunité pour travailler sur l'ensemble de ces secteurs. Nous avons également le programme financé par la France, le fonds Muskoka, qui nous soutient, d'ailleurs auquel Danemark vient de revenir. Mais s'il y a quelque chose que je peux dire, et je vais m'arrêter, c'est un effort massif qui nous permettra un peu de changer la donne sur le terrain et de permettre donc, à l'Afrique de réaliser son agenda 2063. Mais il n'y a aucune chance de gagner le pari des objectifs de développement durable si nous ne réglons pas la question des médicaments, mais surtout la question des produits de santé de la reproduction. Merci. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Martha Smith, qui est partenaire du groupe FASCEN. Je vais vous demander d'aller aussi rapidement que possible. Good morning. Okay, 100%. Good morning, ladies and gentlemen. My presentation will be in English, unfortunately. My apologies, I don't speak French. FASCEN is a law firm. We're very proud to be here today. We are the first law firm in the history of the Prix Galien to take part in the event and to have an opportunity to discuss issues and problems that, you know, is very relevant today, especially in the industry of life sciences. And we're looking at the role of the pharmaceutical industry, but not specifically the pharmaceutical companies, but all of us in the industry on promoting access to essential medicines in the African market. Very importantly, Richard Sainer, who works at GSK,
came out a few weeks ago and made a very bold statement, and one which I think it resonates with all of us, to say that on the part of pharmaceutical companies, we have a responsibility to help people gain access to high-quality healthcare and the medicines that they may need, no matter where they live in the world or how much they can afford. And to me, this speaks to not only pharmaceutical companies, but the we in this includes all of us. I am from the private sector. We are a law firm. We deal with the issues that pharmaceutical companies, governments, health structures have from a legal perspective. And so we fully understand the challenges that are faced on the ground. Essentially, more than 2 billion people in the world today still do not have access to essential medicines, not even basic medication. They are not getting the essential medicines that they need. The problem that we have in Africa, being a unique and challenging environment, and we who are from Africa understand that on the ground, structures are not necessarily in place that you would find in other more developed countries. We carry 1/4 of the burden of disease in the world, but we have only 2% of the world's doctors to address the burden of disease. So you have a scale that is completely imbalanced. We have high burden of disease, low percentage of healthcare workers to address that burden of disease. And so this links with what has been discussed previously, in that we have a challenge. There are different factors that impede access for essential medication. The first one would be country-specific regulations. The legalities involved in getting medicines registered and patented and onto the market are different in every South African and African country, and that impedes access because it often takes a longer time to get the medicine to the market and essentially to the patient because of all the red tape. There's a lot of unnecessary regulation. Regulation is important. From a legal perspective, it's about the safety of the public. But essentially, over-regulating the system and making it impossible for pharmaceutical companies and government structures to get the medicine to the patient is also not helping. Further to that, there is four other factors: socioeconomic, cultural, and political environments on the ground needs to be understood before one can enter into that market. And so, as we've heard, between Senegal, challenges in Guinea, you need to understand the climate on the ground in order for you to effectively enter the market and get the medicine and the aid to the patients. We also have lack of infrastructure in Africa, which we all know creates problems in distribution. And effectively, Rwanda, yesterday they spoke about using the drone system to reach populations that are very far out and normally would take 3 hours by road to reach, but are now reached within 30 minutes by using the drone. So emergency medicines, things like blood transfusions that are needed, can be sorted much quicker. The local and global stakeholder relationships is also an impeding factor. We need to look at the partnerships that we make. We need to look at how strong those relationships are, and when entering into a public-private partnership, for example, between government and private funding structures, those requirements and the needs on both sides needs to be communicated in such a way that everyone receives the outcome and achieves the goals that they set out to do. And then, of course, the trained staff, which I've already spoken about. We need more trained healthcare workers, not only doctors, nurses, occupational therapists, everyone across the board that it affects the treatment that patients receive. There are many positives to public-private partnerships. It increases the scale of your activity. When you have a company that not necessarily have all the skills and expertise that you need in your entity, partnering with a private or a public entity will essentially increase the scale of your activities. You can focus more on your research and development priorities if more people are involved in order to achieve the goal. Further to that, you can share the risk.
Public-private enterprises, especially where governments come together with private entities, make it a more attainable or sustainable project for people who would normally not want to be involved unless there is funding or support. But when the risk is shared, you may have companies who are more willing to come on board and take part in the project to assist in getting the system up and running and essentially achieving the goal. It was also a nice thing to have a neutral environment, especially considering regulation issues where in government structures they have the responsibilities, but they also need to listen to you as the industry and on the ground information and take that into account. There are different reasons, I'm not going to go into that, for the results being slow. There are different ways to improve access, and this links with what Paul said. Education is very important, enabling communities to understand their own responsibility for their health and creating an environment for them not only to learn about the medication that they're receiving, but also to try and take part in the initiatives brought by public-private partnerships. Essentially, global harmonization of regulation and compliance requirements has been a long-term topic and is one that we can discuss at length. That will definitely also assist in creating a quicker, simpler, faster way for medicines to get to market and to patients who need it. Thank you. Ok, malheureusement, nous devons non seulement assurer l'accès aux médicaments, mais nous devons aussi lutter contre un fléau qui est les faux médicaments. Alors, nous avons comme prochain orateur Maître Massokhna Kane, qui est le président du comité de lutte contre les faux médicaments au Sénégal. Alors. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les panélistes, Mesdames, Messieurs les participants, je voudrais, en étant très très court, parce que je sais qu'on n'a pas le temps de faire une communication, dire simplement l'expérience que nous avons ici au Sénégal pour ce qui concerne l'accès universel aux médicaments et aux produits. Je pense que le Sénégal est en train de mener une bonne expérience avec une structure qui s'appelle la Pharmacie nationale d'approvisionnement, qui est un établissement public, qui est dirigé vraiment avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination par le docteur Annette Ndiaye-Seck. Je pense qu'avec la PNA, nous sommes en train, avec les programmes qu'il y a en cours, Dieguesina et Exina, de couvrir essentiellement les besoins des populations les plus reculées dans le pays. Je crois que ça, c'est un très bon point. Il faut simplement mettre beaucoup plus de moyens à la disposition de cette structure pour qu'elle atteigne vraiment des résultats très, très importants. Mais vous savez, à côté de ces efforts de circuit officiel, à côté également des efforts des pharmaciens qui s'organisent et qui essaient de couvrir le maximum le territoire, il y a ce qu'on appelle les circuits parallèles. Les circuits parallèles, c'est des commerces de médicaments, il y a de faux médicaments, des médicaments contrefaits et des médicaments qui, même si à l'origine sont bons, ne sont plus bons dans la mesure où ils entrent par des circuits illicites. Donc, il faut lutter contre ces circuits parallèles. Comme l'a dit le président de la République hier, il y a plus de 100 000 morts par an dus à ces médicaments illicites, contrefaits. Et donc, le Sénégal, par la voix de son président, avait déclaré la guerre aux faux médicaments et à l'exercice illégal de la pharmacie. Et c'est ainsi qu'il y a quelques années, sous l'égide de Madame le ministre d'État Omar Ecoll Seck, on a mis en place ce comité national de lutte contre les faux médicaments que j'ai l'honneur de diriger en tant que membre de la société civile, parce que dans ce comité, il y a toutes les institutions
et les structures. Il y a l'Assemblée, la primature, les ministères de sécurité, gendarmerie, etc., la douane, tout le monde, y compris la société civile que je représente un peu. Et donc ce comité est composé de personnes vraiment déterminées à lutter farouchement. Et l'État est en train de mettre un peu de moyens à la disposition de ce comité, en votant un petit volet budgétaire et en mettant des locaux à disposition. Maintenant, il faut qu'on ait des ressources additionnelles. Et c'est là où les partenaires techniques et financiers peuvent nous apporter beaucoup dans cette lutte. Nous avons commencé à travailler il y a quelques mois et nous avons pu élaborer un projet de loi spécial pour réprimer aussi bien la production que le commerce et les médicaments contrefaits. Nous sommes en train de proposer également au gouvernement du Sénégal d'adhérer à la Convention Médicrime. Mais cette loi spéciale sur laquelle nous avons travaillé pendant 4 mois, et je salue d'ailleurs la participation de M. Alphonse Thiaw, qui est à la PNA, qui était au ministère, qui a fait un travail très important au niveau de ce comité, nous allons, avant la fin de l'année, donc d'ici quelques semaines, remettre entre les mains des autorités le projet de loi spéciale qui est très bien, qui s'est beaucoup inspiré d'une loi modèle qui a été élaborée au niveau international. Donc, ce projet de loi va être remis aux autorités ainsi que... Donc, nous sommes déterminés et là, je pense que le privé aussi joue un rôle important pour nous appuyer. Nous sommes vraiment déterminés à faire du résultat et il y a quelques mois d'ailleurs, il y a une saisie record qui a été faite à nos frontières où on a saisi 2 camions qui faisaient une valeur en CFA de 1,4 milliard, 2 camions seulement qui ont été saisis par la gendarmerie. Les gens sont en train d'être jugés, le jugement étant délibéré pour le 6 décembre. Et ça, c'est un exemple qu'il faut donner. Mais c'est là où la coopération internationale, notamment des structures transfrontalières comme la CEDEAO, l'UEMOA, peuvent beaucoup aider avec des échanges d'informations, avec des instruments comme Médicrime ou autres, qui peuvent nous aider vraiment à aller de l'avant. Je voudrais m'arrêter là parce que je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, saluer la détermination des autorités sénégalaises à lutter farouchement contre ces fléaux que sont la contrefaçon et l'exercice illégal de la pharmacie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Des problèmes technologiques. Il est impossible de terminer ce panel sans avoir donné la parole aux représentants du Forum des jeunes. Simplement, je vous demande d'être concis car nous avons accumulé un retard important et la session suivante a besoin de la place bientôt. Mais s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Kamara Sedba Chérif. Je suis étudiant en 5e année pharmacie à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Mais aussi, je suis le président de la commission scientifique de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, qui est une fédération âgée de plus de 10 ans, qui chaque année, on se retrouve dans l'un des pays membres pour discuter des problèmes de santé. D'ailleurs, en 2016, on était là à Dakar, et c'était Madame la ministre d'État même qui était la marraine de ces assises. Par rapport à la thématique, c'est une thématique très intéressante. Donc, en tant que jeune leader africain, il faudrait que nous essayions d'apporter des solutions pour essayer de disponibiliser et de rendre accessibles les médicaments à nos populations majoritairement pauvres. C'est pourquoi déjà depuis 1948, lors de son Assemblée générale, les Nations unies avaient défini les droits fondamentaux de l'homme, parmi lesquels les droits à la santé. Donc, en ce moment, la santé devenait un droit inaliénable et le maillon essentiel de la santé était le médicament. Mais malgré cela, la dame le disait tout à l'heure, il y a plus de 2 milliards de personnes à travers le monde qui n'ont pas accès aux médicaments. Donc, il faudrait que l'accès aux médicaments essentiels soit une partie intégrante de droit au meilleur état de santé que chaque pays doit atteindre, surtout les pays africains. Donc, la problématique à mon niveau commence d'abord au niveau de la productivité. Il faudrait qu'il y ait un transfert de compétences. Hier, il y a un panéliste qui le disait lorsque je suivais un forum.
je crois la fondation Gilead, il faudrait que les firmes pharmaceutiques essaient de faire des transferts de compétences pour permettre aux industries qui peuvent produire des génériques de produire plus de génériques, parce qu'il faudrait vraiment valoriser ces génériques-là, parce que nous, pays africains, majoritairement pauvres, on en a besoin. Il faudrait que les populations aient accès à ces produits génériques-là. Deuxièmement, il faudrait un engagement politique. Notre ministre de la Santé disait tout à l'heure, Ebola a trouvé le système de santé guinéen très défaillant, et le président le disait que c'était une opportunité, mais les gens n'avaient pas compris. Car avec Ebola, ça a permis vraiment de redynamiser le système de santé guinéen, de permettre de mettre des structures en place, surtout à l'intérieur du pays, parce que ce sont ces populations qui en ont vraiment besoin. Il faudrait aussi que l'État s'implique dans la disponibilité et l'accessibilité des médicaments, mais surtout le transport. La dame le disait tout à l'heure, il faudrait que l'État vraiment s'implique pour que vraiment les zones reculées du pays, parce que ce n'est pas seulement la capitale, en Guinée, si nous prenons le cas de la Guinée, particulièrement, il y a beaucoup d'officines, c'est seulement dans la capitale et les environnants on disponibilise et on rend accessibles les produits. Il faudrait penser aux zones reculées, mettre des moyens en place, des routes, des moyens de transport permettant à ces zones-là d'avoir des médicaments sûrs, des produits de qualité accessibles et disponibles. Le troisième point, ça revient surtout aux agents de santé que nous sommes en tant que jeunes pharmaciens et jeunes, des futurs pharmaciens que nous sommes. Il faudrait que nous-mêmes nous nous engageons à ce que l'accessibilité des médicaments soit une réalité au niveau de notre continent. Parce que si je prends le cas de la Guinée, il y a certaines préfectures de notre pays qui n'ont carrément pas de préfecture. Et cela, le panéliste qui le disait tout à l'heure, cela va favoriser l'émergence ici de la vente des faux médicaments et des médicaments contrefaits. Donc, si nous laissons des zones libres où nous n'avons pas d'agents de santé, où nous n'avons pas de pharmaciens, parce que nous, les pharmaciens, on a une obligation morale, il faudrait que les populations aient une santé de qualité. Donc, il faudrait que nous acceptons d'aller nous installer dans ces zones-là. Il faudrait que nous prenions le courage de ne pas voir surtout le côté financier ou matériel, de rendre les médicaments accessibles au niveau de ces zones. Ça pourrait être aussi une solution de vraiment réduire le trafic de faux médicaments, parce que lorsqu'on crée le vide dans ces zones, c'est vrai que des personnes vont en profiter et faire l'émergence de ces médicaments de mauvaise qualité. Le dernier point, c'est une suggestion que j'ai à faire pour les jeunes que nous sommes. On ne peut pas continuer à compter sur l'aide extérieure à chaque fois. L'Afrique, c'est l'avenir du monde en général. Donc, il faudrait que nous, jeunes pharmaciens que nous sommes, nous nous tournons vers la médecine traditionnelle. Parce que nous avons un grand potentiel ici. Nous pouvons trouver, à partir de ces plantes, des molécules qui peuvent traiter l'hypertension artérielle, le diabète, certaines maladies tropicales négligées, à des moindres coûts qui pourraient faciliter l'accès aux médicaments à ces populations. Déjà, culturellement, ça serait favorable parce que ce sont des plantes sûrement qu'ils vont connaître, ils vont facilement adhérer au traitement et ça pourra réduire le coût. Donc, il faudrait que nous, jeunes pharmaciens, surtout jeunes leaders pharmaciens, que nous acceptons de nous tourner vers la médecine traditionnelle, nous valorisons nos plantes pour trouver beaucoup plus de molécules. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre importante contribution. On vient de me prévenir que c'est maintenant la pause café, mais ceux qui ne sont pas vraiment en besoin immédiat de café peuvent maintenant poser les questions qu'ils veulent, et ça va être bien sûr pris sur le temps de leur pause café parce que nous devrons reprendre ensuite à l'heure à 10h30. Mais si vous avez des questions dans la salle, je demande au panel de rester disponible pour vous, de façon à vous répondre. Ok, je crois que le café a gagné. À tout à l'heure.